Actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la période de recrutement des plantations de mangue. Et j'ai profité de l'occasion pour interviewer un usinier exportateur qui possède plus de 380 hectares de mangue en Côte d'Ivoire. Et durant notre interview, on a eu à échanger sur des thèmes très importants comme par exemple comment éliminer les insectes ravageurs, quel est l'objectif du traitement des plantations, comment se déroule le processus de certification des plantations. Et aussi plein d'autres sujets que je vous invite à découvrir en regardant la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on parle d'import et export de fruits exotiques de l'Afrique vers les marchés européens. Donc si tu es intéressé par ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de pouvoir être au courant de nos prochaines vidéos que nous publierons. Aussi, like, commente et partage. Bonne année 2026 par anticipation. Là, nous y sommes. Donc, aujourd'hui, notre objectif est de parler par rapport à la campagne qui arrive. À savoir, en fait, comment fonctionnent actuellement les traitements dans les champs, comment cela est organisé. Tu vois. Donc, essaie un peu de m'expliquer comment ça se passe là-bas actuellement. D'accord. Ok, bon, bien, merci de m'accorder vraiment cette week-end pour pouvoir exprimer un peu en ce qui concerne le traitement des vergers, voilà, mangue. Il faut dire que avant toute floraison, voilà, le mangue passe par un traitement, voilà, antiseptique, ce qui permet de neutraliser certains ravageurs des insectes, voilà, permettant aussi à la bonne floraison, voilà, de la mangue, donner une bonne fleur à la mangue. Donc, il faut dire que cette étape débute mi-novembre. Mi-novembre. Ok. Voilà. Pour combien de temps? Entre le 15 et le 20 par là, voilà, que le traitement commence à proprement dit. Une durée de pratiquement un mois et demi. Voilà. Mais si par exemple, en fait, l'étape en fait est, comment dire, retardée, ou peut-être si on commence à traiter un peu plus tard, il y aura en fait des répercussions sur la plantation. Bon, il faut tenir compte aussi, il faut dire que le temps de la floraison et de la maturité, si je parle de maturité, je parle de la formation de façon globale de la mangue. À quel moment la mangue va être formée et puis être capable, être utile, être possible à la cueillette. Donc, tout ce temps-là aussi fait partie. Par exemple, quand la mangue, depuis la floraison jusqu'à la récolte, on a une durée de pratiquement 3 mois et demi que le produit soit normalement bien formé, être prêt à être récolté. Donc, en termes de précision et de limitation de LMR, comme je peux le dire, parce que le LMR, c'est le taux des choses, des résidus, souvent constatés dans le fruit. Dans le fruit. Voilà, ce sont des choses de façon que l'Union européenne elle-même donne des limites. Il peut y avoir des taux de résidus, mais une chose à un degré minimum, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas la barre, peut-être de 0,70, bien 0,1, bien bon, c'est des normes qui sont là. Même que pour l'UPN, ça doit être 0,1, bien 0,7, un truc comme ça, entre 0,1 et 0,7 millilitres, bien un truc comme ça. Ça ne doit pas dépasser. Donc, du coup, il faut tenir compte de cette période-là. Voilà, il faut tenir compte de cette période. Et puis, puisque l'ensemble, je peux dire un ensemble de vergers de mangue, normalement, peut donner sur 100%, 80%, de 90% peut fleurir ensemble. Au moins 10% peuvent être en retard. Ok. Ouais, un peu là. Donc, du coup, si tu fais l'application sur peut-être certaines zones, puisque dans un champ, tu ne peux pas trier les mangues, tu ne peux pas voir les mangues qui vont prendre une durée de floraison par rapport
à d'autres. C'est pourquoi, on applique de façon générale, hein, on enseigne que quand ça fleurit, ça puisse toucher la majorité des vergers prêts à faire quoi? À fleurir. Par contre, comme on le dit, il est arrivé que des champs sont restés un peu en retard. Bon, on peut leur donner un crédit des choses de timing pour pouvoir les rattraper. Peut-être dans le traitement rapidement pour ne pas que par la non-action puisse interagir en matière de choses d'infectation des autres, peut-être vergers qui sont peut-être dans le périmètre. C'est pourquoi il faut traiter pour éviter que à travers ces vergers qui n'ont pas été traités, il y a plus tard une contamination quelque part de certaines choses ravageurs qui vont rapidement affecter ceux qui ont été traités. Donc voilà un peu le cadre. Et là, en parlant de ravageurs, on parle de quoi principalement? De quoi? Quand on parle de ravageurs, on parle de quoi principalement? Les ravageurs, nous avons les insectes. Quand on parle de ravageurs, c'est tout ce qui est insectes. Insectes, on a plusieurs catégories. Il y a les fourmis, il y a les sauterelles, il y a plusieurs. Je pense qu'il y a les cochenilles, il y a aussi les mouches de fruits. Voilà, tout ça là, ce sont des insectes. Voilà, mais ils sont classés en plusieurs groupes. Voilà, plusieurs groupes et chacun a une action spécifique. Voilà, donc déjà le premier traitement met en état de donner tous ces ravageurs-là. Voilà. Mais actuellement, si en fait le traitement est spécifique à quoi? C'est spécifique en fait aux cochenilles, aux piqûres de mouches, aux mouches ou c'est de façon généralisée pour le moment? C'est de façon généralisée. C'est de façon généralisée, ça prend. Puisque je prends un peu un exemple. La cochenille, comme on l'a dit, ce sont des manifestations sous forme de farine qui s'agglutinent sur des feuillages, et même bien même sur le tronc même, sur le tronc, parfois même du manguier, du verger. Voilà. Donc, déjà, puisque c'est une bactérie qui est au milieu qui s'élargit sur une partie, ou bien sur un lieu, du verger, ou bien des feuillages, ou bien des fruits. Donc, du coup, quand on émet une action, ça lui permet de faire quoi? D'éliminer ces bactéries. Ouais. Donc, c'est pareil aussi comme les mouches de fruits. Les mouches de fruits, souvent, on a tendance à dire, bon, tant qu'il n'y a pas de fruits, ils ne viennent pas. Mais c'est faux. Les mouches de fruits sont des bactéries qui existent. Le manguier, ce n'est pas parce que le manguier ne donne pas que les mouches ne sont pas. Les mouches peuvent être là, mais en petite quantité. Ok. En petite quantité. C'est pourquoi, quand tu ne les traites pas, ils se développent. Ouais. Ils se développent. Et le temps où les fruits vont commencer à prendre forme et atteindre un stade de maturité, automatiquement, ils commencent à faire quoi? Infecter. Or, en infectant le fruit, la mouche femelle au moins fait quoi? Pond des œufs. Et ces œufs-là se multiplient. Donc, du coup, si le coin même n'est pas humide, la pluie même n'est pas là, on a tendance à dire c'est lorsque les pluies commencent que ça se développe. Oui, le système de développement rapide, c'est avec l'humidité. Mais il ne faut pas ignorer qu'une fois que c'est infecté, c'est infecté. Voilà. Une fois que c'est infecté, c'est infecté. Mais c'est l'action à se multiplier qui prend du temps. Ou bien lorsque la pluie arrive, ça s'accélère. Tu vois? Donc, parmi tous ces ravageurs, en fait, c'est la mouche qui est la plus dangereuse. Voilà, c'est la mouche qui est dangereuse. Qu'elle soit mâle ou femelle, ou alors le fait qu'elle soit femelle est un peu plus dangereux.
Parce que la femelle est celle qui va pondre les œufs. Donc, moi, je Voilà, pensais que c'est elle la plus dangereuse. effectivement. Puisque c'est la mouche femelle qui pond des œufs. Donc, c'est elle qui est la pièce même, on peut dire, maîtresse. Voilà, c'est elle qui fait développer les larves rapidement. Voilà. C'est elle qui met ces larves en, je peux dire, en production. Et puis maintenant, l'action, maintenant, est rapide. Parce que sans la mouche femelle, on aura peut-être des mouches, mais avec action pas efficace. Voilà, avec action pas efficace. C'est pourquoi la mouche femelle est quelque part un risque pour les fruits. Voilà. Et cela, en fait, affecte seulement les mangues ou c'est en fait les fruits en général? C'est les fruits en général. Les fruits en général, que ce soit les pommes, que ce soit les raisins, que ce soit les litchis, bien voilà. Que ce soit les prunes, partout. La mouche de fruits, c'est pas comme si c'est les mangues seulement. Ça prend en général, même les tomates, tout ce qui est fruits et légumes, la mouche affecte. Et actuellement, tu es en train de faire le traitement sur quelle superficie? Du moins, tu travailles sur combien d'hectares? Bon, pour le moment, j'ai travaillé sur pratiquement 300 et plus, voire pratiquement 360, 380 hectares actuellement. 380 hectares que tu as, en fait, il faut traiter et après, durant la campagne, tu vas devoir en fait faire la récolte de tout cela. Voilà, maintenant en campagne, comment ça se passe? En campagne, la récolte se fait sur des superficies. D'abord, certifiées. Toutes ces champs sont certifiés. Mais comment la récolte se passe? La récolte tient compte aussi de la qualité, et de la quantité aussi. Voilà. Parce qu'un champ, tu peux peut-être traiter un champ de peut-être 1000 vergers, mais ce n'est pas 1000 vergers qui vont donner. Voilà, c'est pas 1000 vergers qui vont donner. Donc, du coup, il faut pouvoir maximiser ta production par rapport à ta superficie. Mais par rapport en fait, à ce contrôle de qualité, qui le fait? C'est toi qui le fais ou il y a des agents spéciaux pour ça? Oui, il y a des agents, puisque déjà, en matière de contrôle qualité, il y a des consultants déjà qui passent pour regarder après le traitement. Mais il faut dire qu'après ça, aussi, il y a le ministère aussi. Bon, actuellement, dont je vous parle, depuis la récolte, depuis la campagne, aujourd'hui, le ministère fait des contrôles par zone sur nos différents vergers. Actuellement, le dernier bulletin qui est sorti donne un résultat très faible en matière de mouches de fruits. Ok. Suite au traitement ou suite à quoi? Oui. Suite au traitement, puisque les traitements sont faits du coup après la campagne, pendant la campagne et après la campagne avec les pauses l'application de ce produit de bébé protect et la pose des choses qu'on appelle ça même. Les pièges. Pièges et tout ça. Parce que les pièges, même après la campagne, ils ont une durée. Effectivement, il y a d'autres qui font 4 mois, il y a d'autres qui font 6 mois. Donc, du coup, ils ont une durée de couverture jusqu'à ce que la campagne arrive. En tout cas, à ce que le traitement actuel arrive. Donc, du coup, les premiers essais, les derniers trucs qu'on appelle les dernières informations recueillies par le ministère de l'Agriculture montrent un taux faible de mouches de fruits et de certains insectes par endroit. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une surveillance progressive après la campagne jusqu'à la campagne. Voilà, donc ça veut dire que c'est une rotation. Et quand la surveillance est mise comme ça pour voir un peu le travail, ça permet à nous aussi de faire quoi? De pouvoir entamer nos traitements qui vont emboîter aussi qui vont emboîter celui qui a été fait au cours de la campagne et après la campagne. Ça s'appelle la campagne.
qui sont posés, les pièges qui sont posés actuellement. Et nous aussi, on l'applique aussi pour éviter aussi les ravageurs. En même temps, ça va venir tomber dans le mois de février aussi et mars aussi pour la pose encore des pièges encore qui vont avoir les effets au fur et à mesure pour aller. Donc voilà un peu comment ça se passe. C'est comme si c'était une rotation. Donc, pour lutter en fait contre, par exemple, les mouches, en même temps qu'on pulvérise en fait les produits dans les champs, aussi on met les pièges qui vont les capturer. Voilà, donc les pièges viennent en période de maturité. Ah, donc quand le fruit en fait est déjà bien formé. Voilà, déjà formé. Puisque dans le mois de mars, même quand le fruit est formé, tu vas voir que par endroit, c'est vrai qu'on n'a pas peut-être donné le OK, bien on est dans le. Parce qu'en mars, il faut le dire, il y a des variétés de fruits, de fruits comme la mangue. Il y a la mangue Amélie qui commence un peu tôt, dans le mois de février déjà. À fin février déjà, la mangue déjà commence à truc, la variété Amélie, si bien que bon, elle n'est pas trop exportable. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui l'exportent maintenant en Côte d'Ivoire. Avant, on l'exportait beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui l'exportent maintenant. Mais une fois que la mangue rentre en ligne de compte, mouche de fruits, c'est mouche de fruits. Il n'y a pas d'exception. Donc, quand on parle de mangue, automatiquement, même si c'est en janvier et qu'il y a une production en qualité des choses de mangue sur des variétés exportables, automatiquement, tu es producteur, tu commences à placer. Voilà, les pièges pour éviter que ça se propage. Parce que si ce n'est pas fait vite, tu vas voir que quand la quinte va rentrer aussi dans sa période exportable, les mouches vont commencer à se propager. C'est pourquoi il faut savoir bloquer les actions. Et c'est pourquoi toutes ces applications-là sont déjà faites en amont, en aval au moins, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir éviter la progression de l'infectation. J'avais compris que dans les pièges, en fait, on met les hormones. Les hormones, je ne sais pas si c'est femelle ou mâle pour attirer en fait les mouches. Oui, il y a deux. Ils mettent les deux même. Ils mettent les deux. Il y a deux hormones. Parce que dans les pièges, souvent il y a d'autres qui mettent un, ils oublient l'autre. Or, quand tu mets pour femelle et il n'y a pas mâle, il n'y a pas traction mâle, ça agit beaucoup. Quand tu mets pour femelle et qu'il n'y a pas de traction. Donc, du coup, voilà, ça agit sur. Son application n'est pas efficace. Voilà, c'est pourquoi, avec les observations, ils ont pu mettre en place, trouver une formule pour les deux, pour les deux cellules, pour que les deux, en même temps que ça prend la femelle, ça prend le mâle. Voilà, parce que. Oui, continue. Attends, allons-y. Il y avait quelqu'un qui m'appelait, allons-y. Bon, on était au niveau en fait du traitement pour savoir si cela est fait par le gouvernement ou si c'est fait de façon, du moins en fait je parle des agents de traitement, donc ceux qui viennent pour faire le traitement dans les champs. Ce sont en fait tes employés à toi ou c'est le gouvernement qui les envoie? La majorité des agents qui font le traitement, c'est vrai qu'il y a les agents du gouvernement. Le gouvernement, on peut trouver peut-être des agents qui sont peut-être dans le milieu, mais la majorité c'est les producteurs eux-mêmes. C'est mes producteurs, mes pisteurs, voilà, mon équipe qui s'occupe de la production sont eux, et voilà, qui font le traitement. Et le contrôle, qui assure le contrôle alors? Parce que moi, je me dis, bon, si en fait, au lieu de mettre une quantité de produits, ils vont mettre, supposons que peut-être il faut pulvériser 100 litres, et eux, ils vont là-bas pulvériser 70 litres. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que le travail a été bien fait? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, nul n'est censé connaître un peu, même s'il n'est pas allé à l'école, mais au moins, chaque produit qui sort, il y a la posologie qui est là, il y a l'utilisation qui est là. Donc, du coup, il faut dire, ce sont des producteurs, il y a d'autres peut-être qui ne sont pas allés à l'école, mais au moins, il y a la majorité aussi, ceux qui connaissent aussi sont allés à l'école. Mais bon, hormis ça, même si tu es allé à l'école, forcément, quand le domaine n'est pas pour toi, il y a forcément des consultants qui passent pour montrer un peu l'utilisation. Même ceux, je peux dire,
euh, comment on peut dire ça? Les commerçants, il peut dire les entreprises, voilà. Ceux qui vendent les produits là. Vendent les produits. Du coup, quand eux tous, ils font depuis longtemps, ils ont fait je peux dire, des visites. Voilà. Ils ont fait des visites en plantation, et puis même auprès du ministère de l'Agriculture, avec la majorité, avec nous qui sommes peut-être usiniers et producteurs, puis tout cela. On a assisté à des colloques, je peux dire, à des formations, voilà, pour l'utilisation de ces produits-là. Donc, du coup, chacun a déjà cette information-là. Voilà, par exemple, on te dit, bon, pour 1 litre, pour un champ, 1 hectare, il faut 1 litre de tel produit. Donc, dans tel nombre de trucs d'eau. Donc, du coup, tu connais déjà. Bien, pour un pulvérisateur, il faut peut-être une tête, 5 millilitres de telle chose dans 15 litres d'eau. Donc, du coup, c'est clair, c'est pas compliqué. Ok. Voilà. Et j'avais aussi une question par rapport en fait à la certification. Parce que vu que les champs ne sont pas tous de la même superficie, moi je voulais savoir si pour certifier 10 hectares, c'est pareil que, en fait, on paye la même somme que pour certifier 300 hectares comme pour toi. Oui, comme je disais là, il faut être un peu pragmatique. La certification a ses caractéristiques. Bon, et chaque OC, chaque organisme de certification, ils ont une méthode de calcul, voilà, de pricing, puisque le prix, il peut dire tout client, voilà, puis un prix minime. Le plus bas possible. Voilà, un prix bas. Donc, c'est pas parce que peut-être ton champ est à 1000 hectares que peut-être que tu vas payer 100 000 ou bien 20 000 euros ou bien 20 000 $. Non, non. Ils font peut-être une fourchette, peut-être de par superficie, et c'est selon ça qu'ils font les calculs. Mais tu vas voir que la différence n'est pas aussi trop élevée. Ils peuvent peut-être dire de 0 à 1000 hectares, tant. Ou bien de 0 à 500 hectares, voilà, c'est comme ça. À 500 plus, c'est tant. Mais tu vas voir que le pourcentage, voilà, est minime. Donc, du coup, ils font ce calcul-là. C'est bien ça. Excuse-moi. Et de ce fait, si en fait les plantations sont éparpillées, cela en fait importe peu. Non, ça n'agit pas sur ce cadre-là. C'est même si bizarrement, moi, mes vergers il y a d'autres vergers peut-être qui peuvent se trouver dans une localité A, à d'autres qui peuvent se trouver dans une localité B, à d'autres aussi une localité C. Donc, ma pêche essentielle, ils font la ronde. Et comme ça, quand on va certifier uniquement pour la mangue ou dans la mesure où, par exemple, tu as à côté même 200 hectares d'anacarde, là-bas, quelque part, tu as 300 hectares de bananiers. Ils peuvent faire une certification pour tout ça en une seule ou ça sera scindé. Non, parce que déjà, si c'est la certification de mangue, c'est uniquement mangue. Vu que c'est la culture qu'on certifie, la culture précise qu'on certifie. Si tu es certifié, ta culture de mangue, c'est uniquement la culture de mangue qu'on certifie. Voilà. Si tu es certifié ta culture de cacao, c'est ta culture de cacao qu'il faut certifier. Si c'est ta culture d'anacarde, c'est ta culture d'anacarde qu'il faut certifier. Donc, la certification porte sur une seule culture. On ne mélange pas les cultures ensemble. Et actuellement, si toi, en faisant pratiquement 380 hectares, combien plus ou moins tu dépenses pour certifier ça? Prenons le cas, par exemple, du Global Gap. Ok, pour Global Gap, il faut dire qu'avec l'OC, simplement, je tourne autour de 10 000 et quelques euros. Et ça, c'est chaque année? Chaque année. Chaque année. Bon, tu vois, pour une certification, pour une période, la campagne qui va commencer fin mars.
finir potentiellement en fin mai ou début juin. Fin mai bien, début juin, tu vois. Tu as une certification de temps. Et ça, c'est le Global Gap simplement. Le Global Gap, ça n'a rien à voir avec les frais. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Rainforest. Ça n'a rien à voir, le GRAPS aussi est là. Ça n'a rien à voir avec le SMETA. Voilà, tu vois. Donc, tout ça là, il y a tout ça là qui est là. Donc, tout ça aussi, ce sont des frais aussi qui sont là. Mais à certifier, quelle est la plus chère? La plus chère, c'est le Global Gap. Ah, ok. Le Global Gap. C'est plus cher. Après le Global Gap, c'est le Rainforest. Rainforest. Ouais. Le social aussi, les chers. Les chers aussi. Après vient le SMETA aussi. Voilà. Mais ça y va aussi je peux dire de l'ancienneté avec peut-être la maison de certification. Si, par exemple, c'est la même maison de certification qui me certifie durant plusieurs années, voilà, je lui demande au moins, vraiment, essaie de me faire au moins un taux un peu intéressant. Cette année, après maintenant, de voir, et puis pouvoir me dire, bon, ok, écoute, on va te faire un rabais, voilà, pour pouvoir, comme déjà tu es un client fidèle et puis un ancien client avec nous, voilà, juste faire un petit truc pour pouvoir. Sinon, c'est à titre personnel, quoi. Sinon, c'est pas obligé à eux de le faire. Bien sûr. Moi, de base, je pensais qu'en fait, le Global Gap étant en fait celui généralisé ou celui que tu es un peu obligé d'avoir pour pouvoir exporter, il devait être le moins coûteux. Mais s'il est le plus coûteux, bon. Le Global Gap même a plusieurs versions. Et où nous sommes arrivés, la version GFSI, qui a été mise, en tout cas, l'année dernière, comme ça. Cette année, la campagne précédente du mois d'avril passé. En tout cas, la majorité de mes clients m'ont exigé. Donc, ce qui a fait que il avait déjà fait la version précédente, Global Gap, mais il était obligé de faire cette version. Mais GFSI. Pour faire la GFSI, là, il fallait seulement augmenter un peu d'argent ou il fallait la faire intégralement de zéro. Que sa cotation, c'est pourquoi il dit que sa cotation, son argent est plus. Voilà, son argent, son coût est plus élevé. Donc, il faut le dire, même quand bien même c'est fini, il y a eu un contrôle. Tout dernièrement, même, c'est hier, on a fini de lever les non-conformités. Et puis, ils ont donné le OK. Ça veut dire que depuis la campagne jusqu'aujourd'hui, c'est des contrôles sur contrôle. Ouais. Mais cela est fait dans les vergers, je suppose. Oui, les vergers. Ils font dans les vergers partout. Donc, c'est comme ça. Donc, imagine les coûts afférents à ces contrôles-là. Tu vois? Qu'il faut assumer toute l'année. Et toi, en fait, de certification, qu'est-ce que tu as fait actuellement aussi? Bon, il faut dire qu'en termes de certification, actuellement, j'ai déjà fait, il y a le Global Gap, il y a le GFSI qui est là, qui court actuellement. Je dois les renouveler tous dans le mois d'avril. D'avril. Voilà. Quand bien même ils couvrent jusqu'en juin, voilà, c'est vrai, juin, c'est la fin de la campagne, mais la procédure demande qu'on renouvelle. Tu ne laisses pas expirer avant de commencer à renouveler. Donc, tu renouvelles en même temps. Ça dit, déjà, il faut payer encore. Tu t'apprêtes à payer. Bien sûr. Donc, voilà. Là, tu vois. Donc, du coup, c'est comme si jusqu'au mois jusqu'à début mars déjà. Voilà, début mars, c'est février-mars, déjà, je dois me préparer à payer déjà pour attendre, pour avoir la programmation, voilà, des audits. Voilà, j'ai dit en février déjà, date, payer les factures, m'apprêter à payer les factures. En tout cas, le mois de février, mars, début mars, il faudrait que ça soit payé pour qu'au moins en avril, au cours de la campagne, ils viennent encore
pour faire le contrôle, pour faire les audits. Mhm. Voilà un peu. Et par rapport à l'usine, est-ce que l'usine aussi doit être plus ou moins certifiée ou contrôlée? Oui, l'usine aussi est certifiée. Parce que si l'usine, la certification prend en compte les champs et l'usine. Ceci, c'est par rapport à quoi? Global Gap ou par rapport au HACCP? Oui, c'est la chose par rapport au Global Gap, prend les deux. Il y a le SMETA prend l'usine. Le Rainforest aussi prend l'usine. Le GRAS prend aussi en compte l'usine. Et la plantation. Ok. Voilà. Parce que tu vois, en Angleterre, en fait, il y a une certification qui est beaucoup demandée, qui est le BRC. Ouais, BRC. Ouais, je vois. Mais c'est très coûteux. Bon, le BRC, je n'ai pas un peu... Ouais, c'est à peu près, ça tourne à peu près comme... à peu près tout comme le Rainforest. Ok. Voilà, le BRC, à peu près comme le Rainforest. Voilà, ce sont des certifications, je peux dire, c'est social aussi, ouais. Mais cela est centré uniquement sur l'usine. Voilà, bon, ça prend en compte, je peux dire, ça prend en compte l'usine. Aussi, le BRC prend à l'usine, il faut dire que ça prend l'usine et aussi les vergers. C'est le HCC, il sait que ça prend. Le H, quelque chose, il sait que ça prend l'usine uniquement. Ouais, le HACCP. Voilà, le HCC, il sait que ça prend l'usine. Mais le BRC, BRC, le BRC, je pense que ça prend c'est social, ça prend l'usine, mais aussi en plantation. Je pense bien. Sinon, je sais que ça prend l'usine, mais la plantation, je doute un peu. Parce que l'année dernière, en campagne, il y avait un client qui demandait ça à tout prix, sans ça, en fait, il ne voulait aucune opération. Oui, il faut le dire que c'est le marché de l'Angleterre, voilà, le marché anglais, depuis de la Grande-Bretagne, voilà, c'est un peu différent. Parce que tu ne peux pas faire toutes les certifications, tu peux pas faire toutes les certifications qu'ils demandent. Tu dois faire toutes les certifications et puis maintenant, demain, il va te dire, bon, ok, ça va, je n'exporte pas. Mais par contre, s'il vient financer pour ça, tu peux le faire. Bon, oui, c'est ce qu'on demande à tous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne vois pas beaucoup d'hommes, beaucoup d'exportateurs faire les certifications. Tu vois? Bon, moi, je fais mes certifications parce que je ne sais pas quel client qui va venir. Puisque en termes de choses de maximisation, je me dis, j'ai investi trop dans l'usine. J'ai investi trop dans l'usine. Et si je ne me sacrifie pas pour mettre encore les trucs en œuvre et que quelqu'un vient me dire, bon, voilà un marché de 20 conteneurs, 30 conteneurs, 40 conteneurs, et que je n'ai pas la certification qui va avec, tu vois que ça va agir beaucoup sur moi. En termes de rendement, je ne serai pas en mesure de faire quoi? De maximiser. Voilà, donc c'est pourquoi je mets toutes les certifications, je fais tout possible pour mettre toutes ces certifications-là à jour, surtout les certifications de l'Union européenne, pour qu'au moins ça puisse répondre vraiment aux commandes des clients, de la majorité des clients européens. Parce que quand un client européen m'appelle et me dit, moi je veux est-ce que tu as telle certification, tu as telle certification, oui. Attention, on est d'accord, on s'entend maintenant sur le processus. Là maintenant, voilà, on procède. Donc, voilà un peu. Ok. Et par rapport donc au début de la campagne, qui fixe en fait plus ou moins les règles pour que la campagne commence? Ouais, il faut dire que la campagne, dans tout bon pays, il y a le ministère de l'Agriculture qui joue son rôle de façon responsable. Bien même que les producteurs sont les responsables de leurs vergers, mais quand tu es dans un état de droit, c'est l'État et le ministère de tutelle qui vraiment devient comme ton patron. Donc,
ici en Côte d'Ivoire, il faut dire que notre ministère joue un rôle vraiment très important. Voilà. Il fait beaucoup, le ministère fait beaucoup. En tout cas, il faut dire dans la surveillance des vergers, dans le contrôle et au-delà même de ça. Voilà. Et donc, il a un œil regardant sur l'évolution, voilà, depuis les traitements jusqu'à la maturité, jusqu'à la fixation de la date de la campagne. Donc, avant que la date même de campagne ne soit fixée, il y a déjà un contrôle, il y a déjà des passages avec, de façon conjointe, des producteurs et des agents du ministère. Et c'est ces rapports-là qui, à un moment donné, voilà, nous donnent libre cours maintenant au cours peut-être des réunions avec le ministère à fixer la date. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut dire que la date est fixée de façon conjointe avec le ministère et le collège des producteurs et des exportateurs. D'accord. Et en fait, à l'usine, j'avais eu à voir comment là-bas, il y a plusieurs phytos. Le phyto, en fait, est à la charge du ministère ou à la tienne? Bon, les phytos, on peut dire de façon définitive, sont à notre charge. Les charges, c'est quoi? C'est-à-dire tout ce qui est les déploiements et tout ça là, jusqu'à ce que le travail finisse, ils sont à notre charge. La charge de l'usinier, voilà, exportateur. Voilà. Donc, ils sont à notre charge. Surtout nous, les usiniers, ça, il faut être clair. Puisque c'est l'usinier qui déploie. Voilà. Donc, moi, en tant qu'usinier, les phytos sont à ma charge. C'est moi qui les prends, les déplacements, les séjours et tout ce qu'ils font jusqu'à la fin. Ouais. Donc, tout ça Si bien que c'est le ministère qui me les copte. Voilà, me dit, ah voilà, tel agent, voilà, qui les déploie, mais les charges en termes de trucs, de trucs, de nutrition, logement. de salaire, voilà, de per diem, de logement, de nutrition, tout cela, c'est, voilà, des déplacements, c'est à ma charge. Je vois. Et tu as le choix, en fait, sur les phytos. En fait, tu peux dire que je veux tel et tel et tel, ou ce qu'on t'envoie, tu prends obligatoirement. Bon, puisque les agents phytos, ce sont des agents qui sont formés par le ministère de l'Agriculture. Voilà, donc il faut dire qu'ils ont une capacité, voilà, de connaissance aussi en la filière, quelque part. Voilà, donc c'est vrai, il peut s'avérer que tu peux dire, moi je veux tel agent, mais c'est le ministère qui dresse sa liste en fonction des usines. Voilà, donc je dis, bon, cette année, celui-là peut venir ici. C'est comme dans l'armée. On peut dire tel secteur, tel groupe. Aujourd'hui, vous partez peut-être ici. Demain, il est fort probable que dans l'équipe, ils vont enlever des éléments là-bas pour ajouter à d'autres éléments qui vont aller ailleurs. Donc, ce n'est pas forcément un groupe qui, à chaque fois, qui sera ensemble jusqu'à la fin. Non, on change. Ils sont mutés parfois. Ok. Bon. Pour aujourd'hui, je pense que j'ai épuisé toutes mes questions. Voilà, donc il faut dire que, je vais ajouter quelque chose, il faut dire que c'est les agents phyto. Les agents phyto qui, à un moment donné, certains, qu'on appelle ça, il y a une confusion un peu entre souvent d'autres clients et peut-être les usiniers, ou bien entre, voilà, il y a souvent cette confusion-là pour dire que, souvent, on peut peut-être, ça n'arrive pas, mais les fois où peut-être il y a des manques, des conteneurs qui vont, et qu'arrivé là-bas, il y a peut-être un souci sur peut-être un souci peut-être de documentation, bien de saisie, comme ça sur peut-être un conteneur. Tu vois, les clients que nous sommes, on se met chose qu'on appelle ça même, on se met chose on se met à dire que, non, vraiment, voilà, telle chose, on ne veut pas. Or, du coup, on sait tous que
on sait tous que chose qu'on appelle ça même. On sait tous que les agents, voilà, du ministère phytosanitaire sont eux qui délivrent les certificats, qui font le contrôle et qui délivrent les certificats, voilà, pour que tout se passe mieux, voilà, pour que les conteneurs arrivent en bon état. Voilà, donc ça fait que leur présence rassure que vraiment la marchandise qui est partie est vérifiée selon les normes, voilà, en vigueur de l'Union européenne et aussi des contrôles ivoiriens, c'est tout. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. D'accord, ça c'est compris. Moi, j'espère que tous ceux qui vont suivre en fait de cette vidéo pourront écrire en commentaire leurs questions. Et si cela est nécessaire, on fera une partie 2 où je te poserai les questions de tous ceux qui suivent. Tu vois. Donc, Monsieur Joël Adjoka, je vous dis donc à la prochaine. Et ok, merci beaucoup. On se voit en campagne. Merci. Merci beaucoup à vous. Bon, à présent, nous sommes à la fin de cette interview. J'espère que pour toi, le contenu a été édifiant et que cela pourrait te motiver à te lancer dans ce business de l'import-export de fruits exotiques. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite donc à t'abonner, à liker et à commenter sur un thème que tu aimerais que je puisse aborder prochainement, soit avec le fournisseur, soit en fait de façon individuelle. Ciao!